Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux actifs privés, aux non-cotés et notamment aux enjeux qui entourent sa démocratisation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Estelle Delat. Bonjour Estelle Delat. Bonjour Nicolas. Vous êtes CEO et cofondatrice de Private Corner et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Marc Lefebvre. Bonjour Marc Lefebvre. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur Europe de l'Ouest de Scope, mais aussi président de Place des investisseurs. Alors, si nous faisons cette émission, c'est que on constate de plus en plus que le private equity est choisi par des particuliers ou des professionnels de la gestion de patrimoine. Je dis private equity d'ailleurs parce que c'est le terme qu'on peut utiliser de manière générique, mais qui est un terme faux puisqu'il faut parler d'actifs privés ou de non-cotés. Le private equity n'étant qu'une partie effectivement du non-coté. S'il est de plus en plus choisi, c'est pour aller chercher du rendement dans un objectif d'investissement de long terme, mais pose un certain nombre de questions, notamment en matière de pédagogie ou tout simplement d'usage d'experts sur le sujet. Et on va essayer de comprendre tout cela avec vous. Mais juste avant, Estelle Delat, on va essayer de comprendre déjà comment se porte la classe d'actifs du private equity, cette fois-ci de l'investissement en actions au sein d'entreprises non cotées. Depuis le début de l'année, on a vu que en 2022, au moment où les taux ont un petit peu progressé, ça a pu être un petit peu compliqué pour toutes les classes d'actifs. Le private equity n'a pas été épargné. Qu'est-ce qu'on constate à début 2024 ? J'ai les chiffres France Invest sous les yeux qui montrent que globalement, on retrouve des niveaux qu'on a connus, même si ça peut être encore un petit peu poussif en matière notamment d'ouverture de capital de nouvelles entreprises, par exemple, ou de cession d'entreprises. Effectivement, nous avons la chance d'avoir une association professionnelle qui publie chaque semestre une étude sur la situation du private equity au cours du semestre précédent. Les derniers chiffres faisaient apparaître que généralement les levées de fonds étaient plus compliquées, le fait d'investir l'argent également, et ensuite de cristalliser la valeur par la cession des sociétés. Ça s'était un peu, on va dire, grippé. Bien sûr. C'est évidemment factuel. Ensuite, de la vision de Private Corner, nous qui avons l'habitude de sélectionner et de discuter avec énormément de fonds et de voir justement cette hétérogénéité qu'on peut avoir d'une équipe de gestion à une autre, c'est vrai que la situation économique et politique actuelle, oui, et ce depuis plusieurs mois, a tendance à marquer d'autant plus cette hétérogénéité et les différences qu'on peut avoir entre une équipe par rapport à une autre. Et donc, la situation peut paraître assez anxiogène. D'accord. Néanmoins, nous observons auprès des équipes avec lesquelles nous travaillons que même si la situation est plus compliquée que ce qu'elle a pu être par le passé, elle continue à avoir des levées de fonds qui se passent bien pour celles avec lesquelles on travaille. Elles ont investi à un rythme assez soutenu au cours du premier semestre 2024 et elles ont également mis en place des stratégies de consolidation pour les sociétés qu'elles avaient en portefeuille. Et elles ont réussi à en céder également certaines. Donc, c'est vrai que vous dites, c'est que derrière des chiffres globaux, il y a finalement des réalités très différentes et des acteurs qui tirent leur épingle du jeu de manière très différente, c'est ça ? Tout à fait. D'où la nécessité aussi, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, family office ou banque privée, de s'appuyer sur des plateformes comme Private Corner ou d'autres pour justement avoir cette granularité dans l'analyse et accéder à des données qui sont finement analysées pour pouvoir justement sélectionner des stratégies avec un risque-rendement le plus équilibré qui soit pour ses clients finaux. Marc Lefebvre, ça pose une vraie question. C'est vrai qu'on évoque beaucoup l'idée d'aller investir en private equity, oui, en nos côtés pour aller chercher les opportunités proposées. Mais derrière, il y a ce sujet de sélection quand même, de sélectivité précise pour aller chercher les bons dossiers quelque part. Oui, donc là effectivement, dans un maquis qui est aujourd'hui pas toujours très transparent, soyons francs, hein, la maturité elle est différente du monde du public equity. Pour cause. Bien sûr. Donc là, il y a de vrais efforts à faire. Peut-être juste sur les chiffres. Si on regarde dans le capital risque et qu'on prend le growth et le venture, ce qu'on peut noter également, c'est que les tickets de grosses opérations, là, ont fortement chuté. C'est-à-dire que les opérations de plus de 100 millions de levées, ça fait moins 40%, ce qui n'est quand même pas une super nouvelle. En revanche, effectivement, sur le nombre d'opérations, ça continue. Mais les grosses opérations fait que globalement, en tout cas sur le capital risque pur, on est à peu près à moins 12%.
Ça, c'est à Q3, year to date. Ça, c'est les chiffres d'EY, qui est mon ancien employeur. D'accord. Ouais. En revanche, la France se défend puisqu'on est toujours deuxième en Europe. C'est intéressant d'avoir une vision pan-européenne. Les premiers, c'est toujours le UK. Alors, c'est plus l'Europe, mais en tout cas, hors continent. C'est l'Europe, c'est pas l'Union européenne. C'est l'Europe, tout à fait, mais pas continentale. Donc, c'est x2. Le Royaume-Uni, c'est à peu près 11 milliards. La France, 5,7 milliards. Les Allemands, 5,6 milliards. Donc, on est tout juste deuxième. D'accord. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, la reprise est là. Après, sur les valorisations des sociétés, à l'achat et à la revente, là, il y a eu effectivement un peu les montagnes russes. C'est ce que vous disiez. On était après 12 fois l'EBITDA. Maintenant, on est tombé à 10, puis c'est en train de légèrement monter. Donc, Mais alors, quelle question ça pose, Marc Lefebvre, pour les investisseurs particuliers? On parle ici de démocratisation du private equity. On peut même faire la distinction entre démocratisation et retailisation. Effectivement, est-ce qu'on s'adresse à tout le monde au sein d'une assurance vie ou est-ce qu'on s'adresse à des clients qui ont les moyens de mettre des tickets de l'ordre de 100 000 euros, par exemple? On peut se poser la question, mais la question est... quel impact ce contexte économique peut avoir dans le cadre de recherche d'investissement particulier? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on parle de véritable démocratisation. C'est d'ailleurs la raison d'être de Place des investisseurs que je préside, comme vous le rappeliez. En fait, notre rôle, c'est de placer les citoyennes et les citoyens au cœur du financement de l'économie. Bien sûr, des transformations du monde. Et le financement de l'économie, on pense assez naturellement au public equity, donc les actions. Mais non, il y a le private equity. Et la très bonne nouvelle, nous on a souhaité être présents sur toutes les classes d'actifs, la très bonne nouvelle, c'est que la loi Pacte a été le premier acte. Le deuxième acte, c'est la loi Industrie verte, où nous allons tous, selon notre profil d'investisseur, devoir avoir private equity automatiquement ou volontairement dans nos assurances vie. Et c'est très bien. Parce que concrètement, quand on est investisseur particulier et qu'on s'intéresse un petit peu à la classe d'actifs, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Quels sont les points d'alerte, les opportunités à aller chercher? Alors aujourd'hui, mais je laisserai Estelle, c'est encore plus au cœur de son sujet, mais on voit ces clients qui ont des tickets assez élevés, puisqu'aujourd'hui, ce à quoi on pense, c'est 100 000 euros. Certains descendent à 10 000 euros. Si on prend BPI, la Banque publique d'investissement, on tombe même à 500 euros avec leurs nouveaux fonds. Donc on voit une diversité. Nous, ce qu'on veut, c'est démocratiser cette classe d'actifs. Donc effectivement, il va falloir baisser les niveaux. D'accord. Pour X raisons, aujourd'hui, ça reste encore élevé. C'est plutôt des investisseurs avertis. N'oublions pas que le private equity en France, c'est moins de 0,1% du patrimoine des Français versus près d'un quart aux États-Unis. D'accord. Donc là, il y a une croissance phénoménal qui peut se dérouler. Et on en parlait dans l'antichambre avec Estelle. Schwarzman, donc le patron de Blackstone, rappelait dans un IPEM, qui est la foire du private equity depuis des années maintenant, rappelait que cette industrie ne pourrait croître qu'avec le flux retail. D'accord. Parce que les institutionnels sont très équipés. Donc, effectivement, il est important. La croissance, maintenant, on va la chercher du côté des particuliers. Donc, on était en B2B, maintenant B2C. B2B2C. Voilà. Estelle Dola, même question. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Encore tout de suite, toujours dans cette idée de... Alors, effectivement, j'ai noté le moins de 0,1%. Donc, il y a encore une grande marge de manœuvre et donc, effectivement, des possibilités de levée importantes pour le secteur du private equity. Mais quand on est investisseur particulier, qu'on est intéressé par cette idée d'aller vers le non-coté, on peut être un petit peu perdu. Quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on regarde effectivement que la classe d'actifs n'échappe pas au contexte économique actuel? Alors c'est vrai que cette classe d'actifs a fait couler beaucoup d'encre cette année, et notamment du fait du deuxième acte de la loi Industrie verte. Bien sûr. Les particuliers sont globalement abreuvés d'énormément d'informations au sein desquelles il est, je pense, assez compliqué de tirer son épingle du jeu et de tirer finalement des enseignements quand on est seul. Donc le premier réflexe, je dirais, c'est de se faire accompagner par un professionnel de la gestion de patrimoine ou de fortune pour justement avoir un expert, un professionnel qui se fasse le lien entre son client et différentes optionnalités, différentes stratégies qu'il va pouvoir avoir dans le cadre de la diversification de son patrimoine sur les actifs privés. Puisqu'effectivement, selon le profil de risque de l'investisseur, son appétit au risque, son horizon d'investissement, sa situation personnelle, professionnelle, familiale, il y a tout un tas de facteurs à avoir en tête pour accompagner et donner le conseil adéquat
à son client, justement. Soit il va se diriger sur un fonds accessible à partir de 500 €, 10 000 €, appelé au premier jour, ou à contrario, ça va être un client patrimonial qui va être en capacité à investir des sommes plus importantes à partir de 100 000 €. Et, il y a une profondeur de marché équivalente au côté aujourd'hui, il faut le rappeler. L'offre est très importante. Oui. Le marché manque encore de maturité parce qu'il reste naissant en Europe, comme vient de le préciser Marc. Et le nombre d'optionnalités étant tellement important, le premier réflexe, je dirais, à avoir, c'est de se faire accompagner par un professionnel, lequel travaillera en interprofessionnalité pour avoir le meilleur conseil et un accompagnement à l'entrée, mais surtout dans la durée, parce que c'est une classe d'actifs sur laquelle il n'y a pas de market timing par opposition au marché coté, et dans laquelle il faut investir de manière régulière. Régulière. Pour justement, quels que soient les cycles économiques, diversifier ses points d'entrée. D'accord. On enfonce des portes ouvertes, mais... Non, mais c'est une méthode qui marche sur les marchés cotés aussi, donc c'est vrai qu'on n'avait pas, on n'avait pas forcément fait le lien, effectivement. Sélectivité, diversification, accompagnement, je dirais, c'est les trois piliers qu'il faut avoir en tête. Rapidement, la liquidité, même sur un placement long terme, doit être un sujet d'inquiétude, de questionnement pour les investisseurs. Ça va dépendre du profil de risque de l'investisseur. Si on est sur un client à partir de 500 € ou on va dire un client retail pour reprendre le comparable de tout à l'heure. Vous avez le retail et vous avez, je dirais, ce que moi j'appelle l'institutionnalisation du client privé sur le non-coté. D'accord. Pour séparer retail et client patrimonial. Donc un client patrimonial, il va être capable de s'inscrire dans du temps long. La liquidité ne va pas être un sujet pour lui. Et ça va lui permettre de maximiser finalement le rendement cible attendu. Pour le retail. C'est pas un véhicule qui s'adresse à tous les publics. Pour l'investisseur retail, évidemment, il y a des choses qui existent aujourd'hui, qui sont très qualitatives. Et en revanche, il faut avoir en tête que si on compare les performances de ces produits-là à celles de fonds plus à dimension institutionnelle, eh bien, on va investir au prix de quelques points de performance pour justement bénéficier de cette liquidité. On perd un peu en performance, mais on a de la liquidité. Exactement. Marc Lefebvre, on finira avec vous. Mais n'oublions pas que c'est la classe d'actifs la plus performante qui existe. Le private equity, so far, évidemment, on ne sait pas comment... Bien sûr, mais ça, performances passées peut-être pas des performances futures. Mais... En tout cas, moi, je vois 4 freins importants au développement, et c'est ce sur quoi on travaille avec tout l'écosystème, et c'est essentiel. C'est méconnaissance des clients, mais on en a parlé, manque de communication et de pédagogie, on est là pour y répondre. Une offre qui historiquement était destinée plutôt aux institutionnels, une transparence. Jusqu'à maintenant, il y avait des informations qui étaient assez confidentielles, trop confidentielles sur les stratégies, etc. Donc là, mais avec la démocratisation. Exactement, un vrai travail de démocratisation, de transparence. Et puis enfin, lourdeur administrative. Il faut se souvenir qu'il y a encore peu de temps, tout ça c'était en papier. Maintenant, il y a des plateformes, bravo Estelle. C'est plus simple aujourd'hui, Estelle, non ? Ils sont là pour ça. Exactement, pour nous et pour nos vraiment, clients. C'était jusqu'à maintenant un frein. Après, juste peut-être pour conclure, si on reprend les profils des investisseurs particuliers, il y a une trilogie. Rentabilité, sécurité, disponibilité. Ça, c'est un sondage qu'on fait tous les 2 ans avec Opinionway et on retrouve cette trilogie. Donc voilà, il faut qu'on inscrive ça dans cette logique. Mais il y a beaucoup de produits, beaucoup de diversité et c'est ce qui fera que cette classe d'actifs va décoller auprès des particuliers. Merci beaucoup Marc Lefebvre. Merci également Estelle Dolat de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.